L'histoire de ce crime ne commence pas par la disparition d'une personne, ni par un appel à la police, mais par un rapport de laboratoire silencieux. Dans la conclusion du laboratoire national d'Islande, il y avait une phrase scientifique sèche. La présence de myoglobine et d'albumine humaine a été détectée. En termes simples, des protéines humaines. Ce qui rendait cette conclusion choquante était d'où les experts avaient retiré l'échantillon. Il fut gratté du fond d'une grande casserole que la police avait saisie de la cuisine d'un appartement commun dans la ville d'Isafjordur. À partir de ce moment, l'horreur gagna une adresse concrète. Mais la casserole n'était qu'une partie du tableau général. Pendant la fouille dans la même cuisine, l'attention des criminalistiques fut attirée par un congélateur domestique simple. Un réactif spécial, le luminol, illumina sur ses parois internes des traces de sang lavé. L'analyse ADN subséquente confirma les pires craintes. Le sang appartenait à Siga, âgé de 27 ans, qui à l'époque figurait comme disparu. Il devint évident pour les enquêteurs qu'ils faisaient face à une tentative de cacher le corps de la façon la plus cruelle. L'ensemble des découvertes pointait vers le démembrement. L'appartement où tout ceci s'était passé appartenait à Elín, âgée de 29 ans, employée de l'usine de poissons locale. Quand la police commença à étudier son cercle, elle se heurta à un détail qui ne rentrait pas dans la tête. La défunte Siga, dont les traces furent retrouvées dans le congélateur, n'était pas juste une connaissance. Par tous les indices, elle était sa meilleure amie. Ainsi, l'enquête se heurta à une nouvelle tâche, beaucoup plus complexe. Il devrait comprendre non pas qui l'avait fait, mais comment une discussion entre deux meilleurs amis dans une ville couverte de neige avait pu mener à une telle fin. Pour comprendre ce qui avait mené à cette tragédie, il faut regarder plus attentivement qui étaient ces deux femmes dans leur vie commune, avant qu'elles ne soient détruites. Commençons par Siga. À 27 ans, elle était une personne avec un plan clair pour l'avenir. Comme beaucoup à Isafjordur, elle travaillait à l'usine de traitement du poisson. Travail monotone et lourd à la chaîne de montage qu'elle considérait comme une étape temporaire. Son véritable objectif était à des centaines de kilomètres de là, à Reykjavik. Ce n'était pas juste un rêve. Siga avait déjà de la correspondance avec une cousine dans la capitale, économisait de l'argent pour la caution d'un petit appartement et s'occupait activement de la collecte de documents pour le transfert. Les connaissances la décrivaient comme une fille déterminée et focalisée qui savait ce qu'elle voulait. Sa vie suivait un scénario absolument compréhensible et stable. Et à côté d'elle était sa meilleure amie, Elín, âgée de 29 ans. Mais son monde était l'opposé complet de la stabilité. Toute sa vie tournait autour du fils de 7 ans, Michael, qu'elle élevait seule. Dans la petite ville, où tout le monde se connaît, ses difficultés financières étaient un secret de polichinelle. Les tentatives constantes de faire face aux dépenses, les factures en retard et les dettes créaient une pression énorme. Et peu avant les événements, cette pression atteignit son pic. Elín reçut une lettre officielle des services sociaux. Ce n'était pas juste une formalité, mais le premier pas dans une procédure officielle. La lettre parlait de l'ouverture d'un processus pour vérification des conditions d'habitation de l'enfant et d'une prochaine visite d'un inspecteur. Pour Elín, ceci fut un signal d'alarme, signifiant qu'elle était sous l'attention scrutatrice de l'État. Et c'est à ce point que les histoires des deux amis se croisent. Pendant l'enquête, des témoins clés donneront une de leurs collègues communes de l'usine. Elle racontera que quelques jours avant la disparition de Siga, celle-ci semblait préoccupée mais déterminée, et dans la conversation mentionna qu'elle préparait quelques papiers pour un organe officiel. À ce moment-là, personne n'y prêta attention. Mais l'enquête découvrit que le service social avait initié la vérification suite à une plainte anonyme, et pour procéder au cas, il leur manquait des témoignages d'un témoin qui pourrait confirmer des faits de négligence des devoirs parentaux. Siga allait être ce témoin. Pour Elín, ceci signifiait une chose. Sa meilleure amie allait donner un témoignage officiel qui pourrait être le dernier pas pour lui retirer son fils. Ainsi, sur un plateau de la balance, la menace qu'Elín perde son fils, sur l'autre, la détermination de Siga à témoigner.
Ce conflit, qui mûrissait subliminairement, devait inévitablement se résoudre, et la chronologie des événements de cette nuit fatidique devient fondamentale pour comprendre ce qui s'est passé ensuite. 8 février 2016, à 18h40, Siga termina son service à l'usine de poissons. À ce moment, la tempête qui approchait avait déjà commencé à montrer son caractère. Le vent s'intensifia, de la neige dense tomba. Au lieu de rentrer chez elle, elle se dirigea dans une autre direction. Les données de facturation de son opérateur mobile montrent qu'à 19h10, son téléphone se connecta à la tour cellulaire qui desservait la rue Hafnar Strati. La tour cellulaire couvrait une petite zone, et au centre de cette zone était la maison où vivait Eileen. Ce fut la dernière fois que le téléphone de Siga donna un signal, et ce fut le dernier endroit où sa présence fut enregistrée. Immédiatement après cela, le cas entre dans un vide informatif. Après 19h10, le téléphone de Siga disparaît du réseau. Il aurait pu se décharger, il aurait pu être éteint, ou il aurait pu être détruit. Dans tous les cas, il se tut. Et cette même nuit, l'isolement de la petite ville s'intensifia de multiples fois. Selon les données des services municipaux, approximativement à 21h30, à cause d'une panne dans la ligne de transmission électrique, toute cette zone plongea dans l'obscurité. Il n'y eut pas de lumière jusqu'à 23h45. Aucun lampadaire, aucune lumière aux fenêtres qui aurait pu éclairer ce qui se passait. Ainsi se forma dans le cas un point aveugle, un intervalle de temps de presque 2h30, quand dans la maison de Hafnar Strati, il n'y avait ni lumière ni communication mobile fonctionnant. Ce sont des conditions idéales pour cacher quoi que ce soit. Plusieurs jours passèrent. Le 12 février, la tempête commença finalement à se calmer. Les machines de déneigement nettoyèrent les routes et Ísafjörður retrouva sa connexion avec le reste du monde. La vie reprenait son cours habituel et c'est précisément contre ce fond de normalité qui revenait que l'absence de Siga devint évidente. D'abord, on s'inquiéta au travail. C'était une employée ponctuelle et elle ne manquait jamais ses services sans prévenir. Ensuite, la famille de Reykjavik donna l'alarme. D'abord, ils attribuèrent cela au problème de communication après la tempête, mais quand un jour passa et qu'il n'y eut pas de nouvelles de Siga, ils s'adressèrent à la police. À partir de ce moment, le cas de disparition fut officiellement ouvert et l'enquête commença. À partir du moment où la déclaration de disparition fut enregistrée, l'enquête commença à prendre de l'élan. Le premier et plus logique pas pour la police fut de travailler sur la dernière localisation documentée de Siga, le bâtiment résidentiel dans la rue Hafnar Strati. Les policiers commencèrent une enquête méthodique, appartement par appartement des résidents, essayant de trouver au moins quelqu'un qui aurait pu voir ou entendre quelque chose d'inhabituel la nuit du 8 février. Cependant, ce travail arriva presque immédiatement à une impasse. La ville se remettait à peine de la tempête, et la plupart des habitants répondirent à la même chose. À cause du hurlement assourdissant du vent et du battement de la neige aux fenêtres, ils n'avaient rien entendu de ce qui se passait à l'extérieur de leurs appartements. Mais quand l'espoir de trouver un indice s'épuisa presque, l'un des résidents, un homme âgé du premier étage, donna un témoignage qui différait drastiquement de tous les autres. Dans le protocole, ces paroles furent enregistrées avec une précision extrême. Il déclara que cette nuit-là, quand l'électricité fut coupée dans la zone, il fut réveillé par un bruit étrange dans l'entrée. Selon ses mots, ce n'était pas un son de pas ou de voix. C'était un son sourd et râpant, comme si quelqu'un roulait lentement ou traînait au sol quelque chose de très lourd. Il n'y prêta pas attention à ce moment-là, l'attribuant au fait qu'un voisin déplaçait des meubles. Mais deux précisions qu'il donna attirèrent immédiatement l'attention de l'enquête. Premièrement, le temps. Cela se passa exactement dans cet intervalle quand la maison était complètement sans énergie. Deuxièmement, le caractère du son. Il était intermittent, comme si un objet lourd était traîné avec difficulté à travers les entrées des portes. Ce témoignage devint la première et seule évidence qui perça le vide informatif de cette nuit. Ce fut exactement ce témoignage qui fit que les enquêteurs regardèrent d'une façon nouvelle une autre découverte apparemment insignifiante.
quelques jours avant une patrouille, découvrit sur le quai commercial une bobine abandonnée de cordes épaisses de nylon, standard, comme celles utilisées par centaines à l'usine de poissons pour attacher les caisses. Par elle-même, cette corde n'était pas une évidence. Et par lui-même, le son dans l'entrée n'était qu'une bizarrerie. Mais quand les enquêteurs mirent ces deux faits côte à côte, les détails dispersés s'emboîtèrent dans une image unique. L'hypothèse naquit instantanément. Et si l'objet lourd que le voisin avait entendu était une caisse de pêcheur standard, suffisamment grande pour contenir une personne? Et si pour son transport, on avait utilisé cette même corde de l'usine? Cette version liait parfaitement le lieu, le temps et la méthode de possible déplacement du corps. L'hypothèse devint instantanément la version de travail principale. À partir de ce moment, l'appartement d'Eileen cessa d'être simplement la dernière localisation connue de Siga. Il devint le lieu présumé du crime. Mais dans toute enquête, avant de se concentrer sur une version, il est nécessaire de travailler et d'exclure toutes les autres. La procédure standard exigeait que la police étudie le cercle proche de contact de Siga, ses derniers contacts, et tout conflit possible. Et c'est exactement pendant cette vérification de routine que dans les matériaux du cas apparaît un nouveau nom, Einar, ex-petit ami de Siga. Au début, c'était juste une formalité, mais très rapidement, les enquêteurs comprirent qu'ils pouvaient avoir en main une version complètement différente des événements. Einar était pêcheur d'un chalutier local, et comme il fut découvert dans l'enquête auprès des connaissances, sa séparation de Siga ne fut pas douce. Plus encore, littéralement quelques jours avant sa disparition, ils eurent une discussion publique dans l'unique bar de la ville. Les témoins confirmèrent qu'il s'agissait d'argent. Ainsi, l'enquête gagna un suspect alternatif, une personne avec un motif évident et un caractère imprévisible. Les soupçons concernant Einar commencèrent à paraître encore plus sérieux quand les enquêteurs obtinrent l'accès au compte bancaire de Siga. En étudiant les relevés de la dernière semaine, ils découvrirent une transaction qui s'inscrivait parfaitement dans la version de discussion pour l'argent. C'était un virement monétaire sur le compte d'Einar, fait seulement 2 jours avant sa disparition. La somme n'était pas ronde, et dans l'objectif du paiement ne figurait qu'une note personnelle. Pour la police, cela semblait une preuve solide. Cela pouvait être un remboursement de dette sous pression. Cela pouvait être un paiement pour le silence. En tout cas, ce virement indiquait qu'entre eux se produisaient des calculs financiers tendus directement à la veille de la tragédie. Pendant quelque temps, le focus de l'enquête changea. La version avec Einar semblait simple, logique et avait une confirmation documentaire. Mais un bon enquêteur vérifie toujours les faits 2 fois. Et quand la police commença à vérifier l'alibi d'Einar, toute cette version construite s'effondra en un instant. La première chose fut de faire une demande à l'armateur, dans le chalutier duquel travaillait Einar. Les navires de pêche modernes sont équipés de traceurs satellitaires et maintiennent des registres de bord détaillés. Les données étaient irréfutables. Dans la nuit du 8 février, quand Siga disparut, et pendant les 2 jours suivants, le chalutier d'Einar était à la pêche à 70 km des côtes. Son alibi était 100%. Quand il fut appelé à témoigner sur le virement monétaire, il fournit calmement le reçu. Il s'avéra qu'il avait vendu à Siga un moteur de bateau usagé et elle lui avait simplement transféré le reste de la somme. Le montant sur le reçu coïncidait avec le montant du virement jusqu'à la dernière couronne. Einar fut blanchi de tous les soupçons. Et ce revirement abrupt ne signifiait qu'une chose. La seule piste alternative s'était révélée fausse, et maintenant toute l'attention de l'enquête, avec une force redoublée, retournait au seul endroit restant, l'appartement d'Eileen, rue Hafnarstrati. Après que la seule piste alternative ait mené à une impasse, tous les fils de l'enquête convergèrent à nouveau dans l'appartement d'Eileen. Maintenant, la police devait obtenir sa version officielle des événements de cette nuit. Eileen fut appelée pour le premier interrogatoire officiel. Elle se comporta calmement, semblait préoccupée par le sort de son amie et coopéra totalement avec l'enquête. Quand on lui demanda de reconstituer la chronologie de la nuit du 8 au 9 février, elle donna une réponse claire et lucide.
Dans l'extrait du procès-verbal, son témoignage sonne ainsi. « Toute la nuit du 8 au 9 février, j'étais à la maison avec mon fils. » Elle ajouta un détail qui devrait donner une crédibilité absolue à ses paroles. « Nous ne sommes pas sortis à cause de la tempête. C'était trop dangereux. » C'était un alibi simple et logique qui était presque impossible à réfuter. Le tableau qu'elle peignit était absolument plausible. Une mère et un enfant, attendant la tempête dans une maison fermée. Mais pendant qu'Eileen construisait sa ligne de défense, les enquêteurs en parallèle s'occupèrent d'un travail de routine mais extrêmement important. L'analyse de l'activité financière de Siga. Et c'est exactement là qu'ils se heurtèrent à un détail qui détruisit complètement l'alibi d'Eileen. Selon les données bancaires, le 9 février, à 0h20 de la nuit, la carte de débit de Siga fut utilisée. L'achat fut fait dans le magasin 24 heures, Bonus, le seul qui fonctionnait cette nuit-là. La police demande immédiatement les enregistrements des caméras de vidéosurveillance. La qualité de la vidéo n'était pas haute, mais on y voyait clairement une silhouette avec une capuche profondément tirée qui payait à la caisse. Cette silhouette achetait un ensemble étrange pour une visite nocturne. Plusieurs paquets de bougies, du pain et un paquet de céréales. Quand les criminalistiques firent une comparaison biométrique, ils arrivèrent à la conclusion: la taille et la constitution générale de la personne sur l'enregistrement coïncidaient avec une haute probabilité avec les données physiques d'Eileen. À ce moment, l'enquête avait en main deux faits absolument contradictoires. D'un côté, témoignage officiel d'Eileen, dans lequel elle jure qu'elle a passé toute la nuit continuellement à la maison avec son fils. De l'autre côté, enregistrement de caméras et transactions bancaires qui enregistrèrent une personne très semblable à elle, utilisant la carte de l'ami disparu au milieu de la nuit, juste après que l'électricité ait été rétablie dans la zone. Cette contradiction était directe et irréfutable. Elle ne pouvait être attribuée à une erreur ou à une coïncidence. La première vérification sérieuse de ces paroles montra qu'elle mentait. À partir de ce moment, le statut d'Eileen dans l'affaire changea cardinalement. Elle cessa d'être simplement témoin. Maintenant, elle était la principale suspecte. Maintenant, quand Eileen était la principale suspecte, la tâche de l'enquête devint de restaurer complètement ses actions dans la nuit de la disparition de Siga. Les policiers comprenaient que son histoire d'être assise à la maison était un mensonge et ils devaient restaurer minute par minute où elle avait réellement été. Dans la région avec une géographie complexe, où les villes sont reliées par des tunnels, les caméras routières jouent un rôle fondamental. Les enquêteurs firent une demande de données de la seule caméra qui contrôlait la sortie d'Isafjordur. Cette caméra était installée à l'entrée du tunnel automobile qui menait au village de pêcheurs voisin Snifsdaur. L'emplacement était extrêmement important pour l'affaire. C'est exactement là, au quai à Snifsdaur, que quelques jours avant une patrouille avait trouvé cette même bobine de corde en nylon de l'usine de poissons. Avant, c'était juste une trouvaille. Maintenant, c'était un lieu clé. La visualisation des enregistrements de la nuit du 8 au 9 février donna un résultat immédiat qui devint un coup de plus à la version d'Eileen. Dans le premier enregistrement, avec horodatage 1h10 de la nuit, la caméra enregistra distinctement un petit tout-terrain Suzuki Jimny appartenant à Eileen. La plaque d'immatriculation se lisait parfaitement. La voiture se déplaçait en direction du tunnel qui menait à Snifsdaur. Cela contredisait déjà complètement son alibi. Mais ce que les enquêteurs virent ensuite transforma le soupçon en certitude. En avançant l'enregistrement, ils découvrirent un second passage. À 1h25 de la nuit, la même automobile fut à nouveau enregistrée par la caméra, se déplaçant dans la même direction. 2 voyages vers le même petit village, au milieu de la nuit, au plus fort d'une tempête violente. À Snifsdaur, à 7 heures, absolument rien ne fonctionnait. Ces mouvements n'avaient aucune explication logique domestique. Maintenant, le tableau pour les enquêteurs devint extrêmement clair. L'alibi d'Eileen selon lequel elle était à la maison avait déjà été réfuté par son allée au magasin avec la carte de Siga.
Maintenant, il fut réfuté doublement par des données irréfutables de la caméra routière qui la reliait à l'emplacement clé où précédemment avait été trouvée la preuve. Le mensonge n'était pas un cas unique, mais un système. Son histoire s'effondra. La police arriva à la conclusion sans équivoque. Toutes les actions documentées d'Eileen cette nuit-là, aller au magasin pour les bougies, 2 voyages au quai distants, ne furent pas accidentelles. Elles furent partie d'un processus unique, et ce processus ne pouvait avoir qu'un objectif, dissimulation de traces d'un crime grave. Maintenant, quand l'enquête avait un tableau clair des mouvements d'Eileen, ils comprirent que son mensonge ne fut pas simplement une réaction de panique, mais une histoire soigneusement pensée. Pour détruire cette histoire définitivement, ils avaient besoin de preuves directes, physiques, qui la reliaient au crime. La police retourna aux témoins qui avaient vu la silhouette avec capuche dans le magasin Bonus. Dans l'interrogatoire répété, le caissier, réfléchissant un peu, ajouta un détail auquel il n'avait pas donné d'importance auparavant. Il se souvint que quand la silhouette se tourna pour sortir, sous la capuche pendant un moment, devinrent visibles le col et l'épaule du manteau. Ils étaient de couleur rouge vif. Pour la petite ville, c'était un détail important. Beaucoup de résidents, y compris des collègues de l'usine, confirmèrent. Siga avait un parka rouge caractéristique, avec lequel elle se promenait presque tout l'hiver. Ce manteau était sa carte de visite. Maintenant, la police avait non pas simplement une version, mais un objectif concret. Basé sur toutes les preuves rassemblées, alibi mensonger, utilisation de cartes bancaires et voyages nocturnes, elle obtint un mandat de perquisition dans l'appartement d'Eileen avec l'objectif de trouver un article spécifique. Le parka rouge de 716. Siga. La perquisition commença. Les enquêteurs examinèrent méthodiquement chaque coin de l'appartement et leurs recherches furent couronnées de succès. Au fond de la garde-robe, sous un tas de vieux vêtements, ils découvrirent ce qu'ils cherchaient, ce même parka rouge. Quand la preuve fut présentée à Eileen, elle ne montra ni surprise ni panique. Elle avait une réponse préparée. Dans le procès-verbal de l'interrogatoire, son explication fut enregistrée ainsi. Siga l'avait laissé chez moi quelques semaines auparavant. Elle l'avait oublié après que nous soyons allés ensemble à une visite. La version sonnait plausible. Les meilleurs amis échangent fréquemment des affaires. Il n'y avait rien d'inhabituel là-dedans. Mais les mots sont une chose, et les faits en sont complètement une autre. La police emballa le parka dans un sac hermétique et l'envoya immédiatement pour expertise médico-légale complète. Maintenant, la réponse à la question de savoir si Eileen mentait cette fois devait être donnée par la science. Et la science donna la réponse qui ne laissa pas pierre sur pierre de la version d'Eileen. L'expertise donnait des résultats par étapes, et chaque nouveau fait était comme un coup de marteau. Résultat numéro 1, lors de l'examen du col sous lumière ultraviolette, furent trouvés plusieurs cheveux humains. Résultat numéro 2, l'analyse ADN montra que les cheveux appartenaient 100% à Eileen. Cela prouvait qu'elle avait porté le manteau de son ami, mais ne prouvait pas encore quand exactement. Le 3e résultat final de l'expertise devint décisif. Les criminalistiques découvrirent dans l'ourlet du parka des microparticules de sel technique. L'analyse chimique montra que la composition de ce sel était complètement identique au réactif antigel que les services municipaux d'Isafjordur avaient utilisé exactement cette semaine pour le traitement des marches aux entrées. Ce fut une preuve irréfutable. La science confirma qu'Eileen n'avait pas simplement porté le parka de Siga. Elle l'avait porté dans la rue, dans la nuit du crime. La confirmation scientifique qu'Eileen avait utilisé le parka de l'ami disparu la nuit du crime devint le moment décisif. Maintenant, la police avait toutes les bases pour considérer son appartement non pas simplement comme le lieu où la suspecte avait construit un faux alibi, mais comme le lieu complet du crime. Pendant la même perquisition, quand le parka fut trouvé, les enquêteurs saisirent d'autres objets qui pourraient avoir une relation avec l'affaire. Dans le protocole officiel, furent listés sèchement et routinièrement congélateur domestique, blanc, volume 120 litres,
grande casserole en acier, 2 boîtes plastiques bleues, standard pour traitement de poissons. C'étaient des choses domestiques communes qu'on peut trouver dans n'importe quelle maison à Ísafjörður. Devant les criminalistiques fut posée une tâche froide et claire. Réaliser une analyse détaillée de ces objets pour la recherche de quelconque micro-vestiges de matériel biologique. Toutes les choses saisies furent soigneusement scellées et envoyées de la petite ville vers la capitale, au laboratoire national à Reykjavik. Dans les conditions stériles du laboratoire, ces objets quotidiens commencèrent à révéler leurs secrets terribles. Le premier objet d'investigation fut le congélateur. Les experts traitèrent ses parois internes avec du luminol, composition chimique qui brille au contact avec les vestiges d'hémoglobine. Dans la salle obscurcie, les parois, qui semblaient absolument propres, s'allumèrent d'une lumière bleuâtre sinistre. La réaction chimique indiquait qu'il y avait eu là des vestiges étendus de sang, que quelqu'un avait tenté de laver soigneusement, mais n'avait pas réussi à enlever complètement. Des échantillons collectés de ces endroits furent immédiatement envoyés pour analyse génétique. Le résultat fut sans équivoque. Le profil ADN coïncidait complètement avec le profil ADN de Siga. Maintenant, le congélateur dans la maison d'Elín était officiellement lié à la jeune fille disparue. Mais la découverte la plus choquante attendait les experts en avant. Ils passèrent à l'investigation de la grande casserole en acier, celle-là même qui fut saisie de la cuisinière dans la cuisine d'Elín. De son fond furent collectés des grattages microscopiques de matériel qui étaient invisibles à l'œil nu. Pour identifier sa composition, les experts utilisèrent une des méthodes les plus précises dans la criminalistique moderne, la spectrométrie de masse, qui permet de déterminer des composés protéiques exacts dans l'échantillon. Le résultat de cette analyse fut enregistré dans la conclusion du laboratoire, volume numéro 2, et sonne ainsi: dans l'échantillon présenté fut détecter la présence de myoglobine et d'albumine humaine. Parlant en langage simple, au fond de la casserole dans laquelle Elín cuisinait la nourriture, fut trouvée de la protéine humaine. Les découvertes faites au laboratoire national étaient irréfutables et terrifiantes. Elles prouvaient que dans l'appartement d'Elín s'était produit non pas simplement une tragédie, mais toute une série d'actions froides et horribles pour l'occultation du crime. Cependant, devant l'enquête se leva une nouvelle question purement pratique. Elín, agissant seule, pourrait-elle s'occuper de tout ceci? Déplacer des boîtes lourdes, se débarrasser d'évidences, effaçant les traces dans différentes parties de la ville, tout ceci exigeait des efforts physiques et du temps. La logique suggérait qu'elle pourrait avoir eu un aide. En étudiant ses contacts et en vérifiant le personnel du port où elle était allée cette nuit, la police tomba sur un nom, Kjartan, gardien qui était de service ce shift. Lors de la vérification ultérieure, il se découvrit qu'il avait eu un conflit insignifiant, mais documenté avec Elín, à cause d'un stationnement à l'usine un mois auparavant. Le plus important, il avait les clés de toutes les installations de service et entrepôts sur le quai, ainsi que l'accès aux conteneurs de déchets industriels. Théoriquement, c'était le candidat idéal pour le rôle de complice. Les enquêteurs appelèrent immédiatement Kjartan pour interrogatoire. Il ne nia pas le petit conflit avec Elín, mais déclara catégoriquement qu'il n'avait aucune relation avec cette affaire. À la question sur ce qu'il faisait la nuit du 8 au 9 février, il répondit que presque tout son shift avait été dédié à l'élimination d'une situation d'urgence. Le vent tempétueux avait endommagé une des rampes de chargement et il s'était occupé de sa réparation. La police ne le crut pas sur parole. Une demande officielle fut faite à l'administration du port. L'étude du registre des shifts et des registres d'appels confirma complètement ces paroles. Dans le registre, il y avait une entrée claire. Appel pour rampe d'urgence numéro 3, temps d'enregistrement. 22h40. À en juger par les marquages, les travaux sur place continuèrent jusqu'à tard dans la nuit, exactement quand Elín faisait ses voyages. L'alibi de Kjartan semblait convaincant. Mais pour fermer cette version définitivement, l'enquête donna un dernier pas. Furent saisis les gants de travail de Kjartan, avec lesquels il était au shift cette nuit. S'il avait aidé à déplacer des boîtes ou un corps,
des vestiges microscopiques pourraient y rester. Les gants furent envoyés au même laboratoire à Reykjavik. Le résultat de l'expertise fut prosaïque et définitif. Dans les gants, ils découvrirent réellement des vestiges de matière organique. C'étaient des écailles de poisson et des restes d'huile lubrifiante. Aucun vestige de sang ou autres matériaux biologiques humains ne furent trouvés. Kjartan fut complètement et inconditionnellement exclu de l'affaire. Cette étape finale de l'enquête coupa la dernière ligne latérale. Il n'y avait plus de « et si ». Il n'y avait ni ex-petit ami, ni complice mystérieux. Toutes les routes menaient de retour à l'appartement à Hafnarstrati. Et maintenant, une chose était claire. Tout ce qui s'y était passé, Elín l'avait fait seule. La conscience qu'Elín avait agi seule ne fit qu'ajouter de l'horreur au tableau général du crime. Maintenant, quand toutes les lignes latérales furent coupées, l'enquête passa à la phase finale. Construction d'un cas absolument hermétique pour le tribunal, dans lequel il n'y aurait pas un point faible. Cela signifiait qu'il fallait vérifier à nouveau chaque détail, chaque mouvement, chaque dépense de la suspecte. Ce fut exactement pendant cette vérification totale des données financières d'Elín que les enquêteurs tombèrent sur une dernière trace suspecte. Dans ces extraits bancaires fut enregistré un transfert de sortie, fait le matin du 9 février, montant 30 000 couronnes. Destinataire, jeune fille appelée Asa, qui, comme il se découvrit, travaillait parfois comme babysitter et s'occupait du fils d'Elín, Michael. Dans le contexte de toute l'affaire, ce transfert semblait extrêmement suspect. Il fut fait juste après la nuit du crime. L'enquête eut immédiatement une version. C'est un paiement pour le silence. Possiblement la babysitter était dans l'appartement cette nuit, vit ou entendit quelque chose, et Elín tentait d'acheter sa loyauté. Asa fut immédiatement appelée pour interrogatoire. La jeune fille était effrayée et ne comprenait complètement pas quelle relation elle pourrait avoir avec la disparition de Sigga. Quand on lui montra les données sur le transfert et qu'on lui demanda pourquoi c'était cet argent, son explication fut extrêmement simple et domestique. Elle sortit calmement son carnet dans lequel elle maintenait un registre des heures de travail et le montra aux enquêteurs. Selon ces registres, en janvier, plusieurs fois, elle s'était occupée de Michael pendant qu'Elín était dans des shifts supplémentaires à l'usine. 30 000 couronnes était un paiement standard pour ses services du mois précédent. Elle affirmait qu'Elín lui payait toujours dans les premiers jours du mois et ce paiement n'était pas quelque chose d'inhabituel. Maintenant, l'enquête avait deux versions. D'un côté, soupçon de corruption de témoins, de l'autre, paiement de routine de service. Les paroles d'Asa avaient trop besoin d'être vérifiées documentairement. Pour mettre un point final à cette question, l'enquête demanda les extraits bancaires d'Elín, non pas d'une semaine, mais des 6 derniers mois. Les analystes commencèrent à étudier toute l'histoire de ces opérations financières. Et très rapidement, ils découvrirent ce qu'ils cherchaient. Dans les extraits de chaque mois, décembre, novembre, octobre, dans les premiers jours était enregistrée une transaction pour le compte d'Asa. Les montants changeaient légèrement, mais étaient toujours dans les 25 à 35 000 couronnes, ce qui correspondait à différentes quantités d'heures travaillées. C'était un modèle clair et répétitif. Le paiement du 9 février ne fut pas une anomalie. Il fit partie de la routine. La version sur la corruption fut complètement réfutée. Cette dernière vérification fut extrêmement importante. Elle montra que l'enquête avait travaillé absolument toutes les versions possibles, même les moins probables. Maintenant, dans l'affaire, il ne restait pas de point blanc, aucun autre nom ou transaction suspecte. Il ne restait que des évidences matérielles irréfutables contre Elín. Maintenant, quand l'enquête n'avait ni une question sans réponse et ni une version non vérifiée, le jeu était fini. Toute la base probatoire collectée, témoignages de témoins, données de caméras, extraits de comptes bancaires et le plus important, conclusions d'expertise criminalistique, fut systématisée et prête pour présentation. Elín fut amenée au commissariat pour interrogatoire final officiel. L'atmosphère était déjà complètement différente.
Ce n'était pas conversation, ni enquête, mais procédure formelle. Dans le bureau, en plus des enquêteurs, était présent un avocat fourni par l'État. Avant le début de l'interrogatoire, tous ses droits lui furent officiellement lus. À ce moment, son statut dans l'affaire changea pour la dernière fois, et ceci fut enregistré au protocole. De principale suspecte, elle devint unique accusée dans l'affaire d'homicide. Le mur de déni qu'Éline avait construit pendant si longtemps devait maintenant se confronter avec des faits irréfutables. L'enquêteur méthodiquement, point par point, commença à mettre sur la table les évidences collectées et chaque nouveau fait était un coup direct à sa version. La première question concernait ses voyages nocturnes. Pourquoi votre automobile fut 2 fois pendant la nuit enregistrée par la caméra dans le tunnel qui mène à Schnifsdauer? Sa réponse fut courte. Je ne me souviens pas. Suivit une question sur le côté financier de l'affaire. Pourquoi avez-vous utilisé la carte de débit de SIGA dans le magasin si vous affirmiez que vous n'étiez pas sorti de chez vous? Ici, elle tenta de trouver une explication. Elle me l'avait permis. Elle m'avait donné le code PIN. Cette version était faible et illogique, mais elle tentait encore de se défendre. La tension dans la salle grandissait. L'enquêteur passa aux évidences matérielles. Comment le sang de SIGA, confirmé par analyse ADN, s'est-il retrouvé dans votre congélateur domestique? Et ici, sa défense s'effondra définitivement. Elle se tut longuement, et puis dit doucement « Je ne sais pas ». L'enquêteur fit une pause et puis, silencieusement, mit sur la table un dossier fin avec l'emblème du laboratoire national. C'était ce même rapport. Conclusion numéro 2. Il ne fit pas de questions. Il ouvrit simplement la dernière page et lentement, distinctement, lut à voix haute une seule ligne qui était la fin de toute cette enquête. Dans les échantillons retirés du fond de la casserole, saisis de votre maison, fut trouvée de la protéine humaine. Dans la salle plana un silence lourd. Ce n'était pas simplement une accusation, c'était la constatation d'un fait impensable, contre lequel il n'existait pas d'argument. Éline baissa les yeux et ne prononça plus un mot. Dans le protocole officiel de l'interrogatoire, ce moment fut enregistré avec les mots secs du protocole. La suspecte refuse de répondre aux questions ultérieures. La suspecte se tait. Le silence d'Élin dans la salle d'interrogatoire fut plus éloquent que n'importe quel mot. Pour l'enquête, sa culpabilité était évidente. Mais maintenant commençait une nouvelle étape, la préparation pour le tribunal. Les procureurs avaient besoin non simplement de prouver qu'elle l'avait fait, mais de construire une chaîne de preuves si solide que la défense n'ait pas la moindre brèche. Cela signifiait qu'il fallait à nouveau la tête froide, réviser chaque preuve pour comprendre non seulement ce qui s'était passé, mais comment. Dans le cadre de cette préparation, les enquêteurs tournèrent à nouveau leur attention vers les 2 boîtes plastiques bleues saisies de l'appartement d'Éline. Auparavant, elles étaient considérées simplement comme possibles récipients pour le déplacement de restes. Mais un criminalistique méticuleux remarqua sur le bord de chaque boîte un petit numéro de série gravé, presque imperceptible, et décida de vérifier son origine. À l'usine de poissons, ils confirmèrent, c'était leur système de contrôle qualité. Chaque lot de boîte a un numéro unique qui est lié à une date spécifique, un quart de travail et une ligne de production. Soudainement, les boîtes anonymes se transformèrent en objets traçables. Ce détail bureaucratique ouvrit pour l'enquête une nouvelle possibilité. Les enquêteurs se dirigèrent immédiatement vers l'usine avec les numéros extraits des boîtes de l'appartement d'Éline et demandèrent les registres comptables. Avec le chef d'équipe, ils commencèrent à vérifier les chiffres. La recherche dans le registre de production ne prit pas plus de 15 minutes et mena à un résultat stupéfiant. Les numéros de série sur les boîtes d'Éline correspondaient au lot qui avait été produit et mis en circulation pendant son dernier quart de travail, le 8 février, seulement quelques heures avant la disparition de SIGA. Cette découverte excluait complètement tout hasard. Ce n'étaient pas de vieilles boîtes qu'elle gardait depuis longtemps à la maison. Cela prouvait qu'elle avait personnellement pris ce récipient spécifique de la ligne de production lors de son dernier jour de travail. Maintenant, le parquet avait en main
l'argument final, irréfutable, qui frappait la ligne de défense la plus probable. La version sur le crime spontané dans un état d'émotion violente. La chaîne logique se construisit parfaitement. Fait numéro 1. Le jour du 8 février, Eileen prend délibérément de l'usine un récipient grand, idéalement adapté pour la dissimulation de preuves. Fait numéro 2. Dans la nuit du même jour, dans son appartement se produit le crime, et dans la nuit, sa voiture va 2 fois au quai distant, endroit convenable pour se débarrasser de ces mêmes boîtes. En reliant ces 2 faits, l'enquête prouva la séquence. D'abord, préparation de l'instrument pour la dissimulation, et ensuite la dissimulation elle-même. La version sur la panique soudaine et les actions non réfléchies s'effondrait. La dissimulation, au minimum, fut planifiée. Maintenant, quand les preuves indiquaient non seulement le fait même du crime, mais aussi l'élément de préparation pour la dissimulation, la position de la défense devint extrêmement vulnérable. Comprenant que la négation complète face à de telles preuves était impossible, l'avocat d'Eileen fit une déclaration officielle qui devrait devenir sa ligne principale au tribunal. C'était une reconnaissance partielle, présentée comme accident tragique. Selon cette version, dans la nuit du 8 février entre Eileen et Siga eut réellement lieu une discussion. Pendant le conflit, comme l'affirmait la défense, Eileen poussa l'ami. Siga, perdant l'équilibre, tomba et frappa malheureusement avec la tête sur le coin du meuble. La mort fut instantanée. Toutes les actions horribles subséquentes, tentative de se débarrasser du corps, mensonge à l'enquête, usage de la carte, la défense les expliquait par une chose: état d'émotion violente et peur panique. Selon leurs mots, Eileen, réalisant que sa meilleure amie était morte et craignant que les services sociaux lui enlèvent immédiatement son fils, perdit la raison et commença à agir irrationnellement. Cette version était la seule hypothèse de la défense pour adoucir la culpabilité, présentant Eileen non comme une criminelle de sang-froid, mais comme victime de circonstances menée au désespoir. Mais le côté de l'accusation avait une réponse scientifique et irréfutable à cela. Pendant les audiences préalables au jugement, le procureur lut les conclusions clés du rapport d'expertise médico-légale. Le document parlait non pas d'un, mais de multiples dommages découverts dans les restes. Mais le principal était une formulation froide. Une partie de ces dommages avait des signes du vivant. En criminalistique, ce terme signifie que les traumatismes furent infligés alors que la personne était encore vivante et l'organisme réussit à y réagir. Cette conclusion scientifique détruisit complètement la version sur l'unique chute accidentelle. Sur la base de ceci et de toutes les autres preuves rassemblées, l'accusation formula sa version finale officielle des événements, qui devint la base du dossier. Dans l'opinion de l'enquête, la discussion verbale entre Eileen et Siga se transforma en lutte physique, ce qu'indiquaient les multiples traumatismes du vivant. La mort de Siga ne fut pas le résultat d'une chute accidentelle, mais le résultat d'actions violentes délibérées de la part d'Eileen. Tout ce qui arriva après, l'accusation le qualifia comme action séparée et consciente. Le dépeçage subséquent et la tentative de destruction des restes ne furent pas un acte de panique. Ce furent des pas de sang-froid et méthodiques, prouvant le dol et la ferme intention de cacher le crime commis à tout prix. Maintenant, quand le tribunal avait 2 versions, accident tragique de la défense et crime de sang-froid de l'accusation, le procureur présenta la reconstruction finale, étape par étape des événements, basée exclusivement sur les faits et preuves rassemblés. Cette reconstruction rassembla tous les détails dispersés en une image unique et terrible. Tout commença dans la nuit du 8 février, approximativement à 19h10. À cette heure, selon les données de communication mobile, Siga entra dans l'appartement d'Eileen, rue Hafnarstræti. Entre ce moment et 21h30, quand dans la zone l'électricité se coupa, entre les 2 amis eut lieu un conflit qui, selon la version de l'enquête, se transforma en lutte physique et se termina par la mort de Siga. Ce fut exactement la coupure soudaine de courant qui plongea toute la zone dans l'obscurité, qui donna à Eileen non seulement une couverture,
mais le temps de commencer à agir. Ce fut exactement dans cette période d'obscurité et de silence, troublée seulement par le hurlement de la tempête, que le voisin du premier étage entendit comment on traînait quelque chose de lourd sur le sol. Selon la reconstruction, Hélène utilisa ces mêmes boîtes qu'elle avait prises à l'avance de l'usine pour déplacer les restes de l'appartement à sa voiture. Après cela commence la logistique de dissimulation documentée par la caméra. À 1h10 de la nuit et à nouveau à 2h25, sa voiture fait 2 voyages au quai à Nifsdor. Le plan, selon toute apparence, était de noyer les boîtes dans la mer tempétueuse, permettant à la tempête de cacher à jamais les preuves. Mais ce fut exactement ici que l'élément, qui fut sa couverture, se retourna contre elle. À cause de la force incroyable de la tempête et des vagues énormes, réaliser ce qui était planifié jusqu'au bout ne fut pas possible. Le plan échoua et Hélène fut forcée de ramener une partie de la charge terrible de retour à son appartement. En rentrant chez elle, elle se trouva face à la nécessité de cacher ce dont elle n'avait pas réussi à se débarrasser. Ce fut alors, selon la version de l'enquête, qu'entra en action le congélateur domestique où furent découvertes plus tard des traces du sang de Siga. Ce fut une solution temporaire. L'acte final et le plus monstrueux de cette histoire fut la tentative désespérée de détruire les preuves restantes par traitement thermique. C'est exactement ceci qui explique la présence de protéines humaines au fond de la casserole de la cuisine. Dans cette chaîne d'événements, il y a une ironie sombre. La tempête, qui semblait être une couverture parfaite pour le crime, à la fin devint la cause de sa découverte. Elle ne permit pas à Hélène de se débarrasser de toutes les preuves et pour couronner le tout, jeta sur la côte au quai cette même bobine de corde qui devint pour la police la première piste menant à cet endroit. Maintenant, quand toutes les preuves furent présentées et toutes les versions exprimées, l'affaire passa à la phase finale, le procès judiciaire. Et c'est exactement dans la salle du tribunal que résonnèrent, peut-être, les témoignages les plus terribles et poignants sur cette affaire. Ce n'étaient pas les mots d'experts ou d'enquêteurs. Le juge lut des extraits de la conversation du petit Michael de 7 ans avec le psychologue pour enfants. Le garçon, bien sûr, ne fut pas témoin du crime et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Il répondait simplement aux questions sur ce qu'il se rappelait de ces jours quand la tempête faisait rage. Ses réponses étaient simples comme celles d'un enfant, et pour cela encore plus stupéfiantes. Il ne racontait aucune discussion ou bagarre. Il se souvenait de détails domestiques. Maman faisait beaucoup de soupe. À la maison, ça sentait bizarre. Mais le moment le plus fort dans ses témoignages fut une phrase courte, qu'il répéta plusieurs fois. À la question du psychologue sur l'humeur de sa mère, il répondit « Elle pleurait beaucoup ». Après cela, les parties passèrent aux plaidoiries finales. La défense, jusqu'au dernier, adhéra à sa version. L'avocat demanda clémence au tribunal, peignant le tableau d'un accident tragique. Il insistait que la mort de Siga ne fut pas préméditée, et toutes les actions subséquentes d'Hélène furent commises dans un état d'affect, causé par la peur panique de perdre son unique enfant. L'accusation, de son côté, fut inflexible. Le procureur énuméra méthodiquement toutes les preuves indiquant le dol et le sang-froid. Boîtes préparées à l'avance, mensonges pendant les interrogatoires, et bien sûr, conclusion de l'expert légiste et analyse de laboratoire. Ils exigeaient le châtiment maximum non seulement pour homicide volontaire, mais aussi pour outrage subséquent au corps de la défunte. Écoutant les deux parties, le tribunal se retira pour prononcer la sentence. 2 septembre 2016, dans la salle du tribunal de district de Reykjavik, fut proclamé le verdict final. Hélène, debout devant le juge, ne prononça pas un mot. Elle fut considérée coupable sur tous les points de l'accusation. Le tribunal rejeta complètement la version de la défense sur l'état d'affect, considérant irréfutables les preuves de dissimulation préméditée du crime. La sentence fut sévère. 20 ans de privation de liberté. Mais dans la décision du tribunal, il y avait encore un autre point, qui devint le point final dans cette histoire et l'ironie la plus terrible du destin.
Aileen fut complètement privée de droits parentaux. Sa tentative désespérée et cruelle de ne pas perdre son fils mena à ce qu'elle le perde pour toujours. La sentence mit un point juridique à l'affaire, mais les histoires humaines détruites par cette tragédie continuèrent. Aileen fut transférée pour accomplir sa peine de 20 ans dans l'unique prison féminine d'Islande. Son fils, Michael de 7 ans, fut pour toujours retiré de sa tutelle. Les services sociaux confièrent le garçon aux parents de son père biologique, et il quitta Ísafjörður pour commencer une nouvelle vie loin des lieux liés à ce trauma. Ainsi, la famille qu'Aileen tenta si désespérément et terriblement de protéger, à la fin cessa d'exister exactement à cause de ses actions. Les conséquences de cette histoire se répandirent en vagues à travers toute la ville. Pour la petite communauté fermée d'Ísafjörður, où tout le monde se connaît, cette affaire devint un trauma collectif profond. Ce fut un crime non commis par des étrangers, il grandit de l'intérieur. Pendant l'enquête et le procès, voisins, collègues de l'usine et connaissances communes durent donner des témoignages, factuellement, les uns contre les autres, ce qui apporta à la communauté division et méfiance. L'histoire de deux meilleurs amis, qui finit si terriblement, se transforma en légende locale sombre, en conte d'avertissement sur l'horreur qui peut se cacher derrière les portes de l'appartement voisin. À la fin, l'enquête et le tribunal réussirent avec une précision incroyable à restaurer presque tout le tableau de ce qui s'était passé. Tous les faits du crime, et spécialement de sa dissimulation subséquente, furent établis et prouvés. Nous savons sur les boîtes, sur les voyages au quai, sur la parka rouge, et sur les découvertes terribles dans le congélateur et la casserole. Mais la seule chose qui restera pour toujours secrète, c'est la séquence exacte d'événements et les mots prononcés dans les premières minutes de la discussion dans l'appartement à Hafnarstræti. Comme Aileen ne donna jamais de témoignage confessionnel complet et la seule témoin est morte, nous ne saurons jamais ce qui devint exactement cette goutte d'eau finale. La ligne entre explosion spontanée et tragique de colère et décision froide et consciente resta pour toujours là, dans l'obscurité de la maison enveloppée par la tempête de neige.